politique, bonjour à tous. Cette semaine, c'est toute l'Australie, mais aussi le monde entier qui a suivi cette prise d'otage en plein centre de Sydney, en pleine période de Noël, et qui a vu un drapeau noir du djihad à travers les vitres du café. Christian Mallard, bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous dire, justement? Écoutez, aujourd'hui, je crois qu'il faut que l'on comprenne que c'est une guerre contre le djihad à l'échelle planétaire. En France, François Hollande tente de reprendre la main. Il réoccupe le terrain alors qu'il place Manuel Valls sur la droite. Lui, il veut reparler au peuple de gauche. Anita Hausser, bonjour. Bonjour. Alors je dirais que ceux qui croyaient François Hollande replié à l'Élysée découvrent que le président de la République part à l'offensive dans la discrétion, incognito, plus ou moins. Tout est politique, la planète contre le djihadisme. L'Australie tente toujours de comprendre comment un seul homme a pu prendre 17 personnes en otage dans un café du centre-ville de Sydney. Un homme au passé de violence et d'islamisme radical. On écoute d'abord Tony Abbott, le Premier ministre australien. L'auteur de la prise d'otage était bien connu des autorités de l'État du Commonwealth. Il a un lourd passé de violence criminelle, d'attirance pour l'extrémisme et d'instabilité mentale. Au fur et à mesure de la prise d'otage d'hier, il a cherché à donner à ses agissements le couvert symbolique du culte de la mort de l'État islamique. C'est un incident très troublant. Je peux comprendre les inquiétudes et angoisses du peuple australien dans un moment comme celui-ci. Mais nos pensées et prières doivent avant tout aller aux personnes touchées par cet événement. Un individu au passé islamiste radical. Christian, même l'Australie n'est pas épargnée? Même l'Australie, regardez, ce sont tous les pays qui font partie de la coalition contre l'État islamique. Vous avez les Canadiens, ils ont été frappés à Québec et à Ottawa. Vous avez maintenant les Australiens, vous avez les Américains, tout ça. Tous ceux qui sont dans la coalition aujourd'hui peuvent être frappés à un moment ou à un autre. À tout moment, et n'importe quand et n'importe qui. N'importe quand, n'importe où, parce qu'ils font partie de la coalition anti-État islamique. Alors, il y a quand même une chose intéressante. Ce preneur d'otages en Australie. Alors, attendez. Parce que est-il isolé? Il est isolé. C'est un loup solitaire au départ. Enfin. Un mérat? Oui, on peut dire ça. Mais il est iranien d'origine, chiite. Et ce monsieur, d'un seul coup, devient sunnite extrémiste, inféodé à Daesh, donc à l'État islamique. Et Ça s'est passé comment ça? Ça s'est passé, je ne sais pas comment s'est passée sa conversion, si je puis dire. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est que, étant inféodé à Daesh, à l'État islamique, il considère que les chiites, dont lui-même est chiite, si vous voulez, sont des gens qui sont des hérétiques qu'il faut exterminer. Donc c'est quand même étonnant. D'où réaction du régime iranien des ayatollahs, le président Hassan Rouhani qui dit « Nous condamnons cette prise d'otage, naturellement, puisqu'elle est anti-chiite, alors que le personnage, au départ, est chiite, devenu sunniste extrémiste, inféodé à Daesh. » Donc, c'est un personnage. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au mois de septembre dernier, en Australie, 15 membres de commando étaient prêts à perpétrer des massacres et des décapitations à Brisbane et à Sydney. Ah, pendant le G20. Voilà. On l'a su récemment. Donc, il faut rappeler que l'Australie, c'est quoi? C'est 23 millions d'habitants, ils ont 500 000 musulmans. Pourtant, on les sent sent vraiment à part. Ça paraît loin. Déjà, géographiquement, on ne se dit pas qu'on va avoir des djihadistes là-bas. Eh bien, ils ont quand même sur leur territoire essentiellement des musulmans qui viennent d'Iran, d'Irak et d'Afghanistan. 3 pays où les situations sont explosives. Donc, si vous voulez, ils ne s'en méfiaient pas assez. Je pense qu'ils ne s'en méfiaient pas assez en se disant, après tout, on est loin de tout. Mais les Australiens se méfient davantage de leurs voisins, l'Indonésie, où la majorité de la population, comme vous le savez, est musulmane, et où il y a des grandes poches d'islamistes, la province de Aceh, par exemple. Et puis, souvenez-vous, il y a eu l'attentat de Bali en 2002, qui a coûté la vie à 88 Australiens. Ils ont été marqués par ça. Donc, si vous voulez, je ne dirais pas qu'il y a un manque de vigilance vis-à-vis de tout ce qui est islamiste, mais... Mais là, Tony Abbott, il le dit, hein, il s'y attendait. Quelque part, ils n'y étaient pas prêts, mais ils s'y attendaient. Ils s'y attendaient parce qu'il y avait eu, justement, mais ça, ils ne l'ont pas trop dit, en septembre, ces menaces d'attentats. Donc, échec des informations, enfin, échec de la sécurité, oui, je veux dire. échec de la sécurité, quelque part, comme ça a été, souvenez-vous, aussi un échec, à un moment donné, au Canada, chez nos amis. Insuffisant. Alors, Anita a raison. Insuffisance. Échec, c'est un peu fort, vous avez raison. Insuffisance. Donc, mais vous savez, ça peut nous arriver, je ne veux pas effrayer les populations, mais tout ça pourrait nous arriver demain en France. Nous faisons partie de la coalition. Nous faisons partie de la coalition. Donc, à tout mais moment... nous sommes peut-être plus vigilants.
Je pense que nous sommes vigilants. Puis il faut rappeler aussi que la France est en combat permanent contre le djihad. Parce que regardez, encore on a arrêté Ahmed Al-Dilemsi, qui était un des gros bonnets, dont la tête était mise à prix à 5 millions de dollars au Sahel, au Mali. On l'a arrêté récemment. C'est un monsieur qui appartenait au parti Al-Mourabitoum, un féodé à Acmi, et qui était un type très très dangereux. Donc les Français... Et bravo à M. Le Drian, bravo au gouvernement français, qui se bat contre les islamistes au Sahel. Alors, sachant vous parlez justement de la France. Il y a quelques jours, un groupe d'apprentis djihadistes se sont fait arrêter à Toulouse, dans la région de Toulouse. Alors, il y a eu un démantèlement de plusieurs filières, en effet, en Haute-Garonne, côté de Toulouse, dans le Tarn, dans la région parisienne, à Limay, dans l'Essonne. Donc, si vous voulez, on voit qu'on fait le travail. On a évité, si j'ai bien compris, 13 attentats en 2013. C'est pas de la com? C'est de la com, mais en même temps, écoutez, pour connaître des gens à la DCRI, je sais que c'est très sérieux. C'est très sérieux, on ne raconte pas n'importe quoi. On dit qu'on a quand même des résultats, il faut le dire, et qu'on se bat. Et je pense qu'on peut faire confiance au gouvernement français dans ce domaine. On se bat, on a des gens très performants. On a un ministre de l'Intérieur très investi sur la question. Investi, et puis M. Valls était ancien ministre de l'Intérieur. Donc Valls-Cazeneuve, ça marche bien ensemble. Il me paraissait très longtemps. C'est bien huilé, mais c'est quand même bien huilé. Voilà. Mais si vous voulez, les dangers à l'horizon sont toujours le Sahel. Et j'oublierai pas de vous dire, et la Libye, je voudrais dire un mot sur la Libye. Bien sûr. Il y a 200 djihadistes de Daesh, de l'État islamique qui sont en Libye. Il y a des camps d'entraînement et tout ça, c'est proche de la zone où nos soldats se battent contre les djihadistes, précisément au Niger, au Mali, dans toute cette région. Et là, à l'approche des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année, y a-t-il une sécurité renforcée? Puisque vous nous dites que vous connaissez des gens proches de la DCRI. Il y a une sécurité renforcée, mais moi, ces gens-là me disent souvent qu'il ne se passe pas une journée sans qu'on ne découvre pas, dans certaines régions de France, dans les grandes villes, Strasbourg, Rennes, Lille, Nantes, Paris, Marseille, des caches d'armes lourdes, des kalachnikovs. Donc, ça veut dire que le pays est quand même... Donc, pas une journée sans trouver des caches d'armes en France. C'est très grave ce que vous nous dites, on y reviendra largement. Allez, tout est politique. François Hollande à la reconquête de son électorat de gauche. François Hollande a prononcé un grand discours sur l'immigration. C'était le premier depuis le début de son quinquennat. Il a bien sûr évoqué l'une de ses promesses de campagne, à savoir le droit de vote des étrangers aux élections locales. Et sur cette question, le chef de l'État en appelle aux forces républicaines, c'est-à-dire aux différents partis politiques. On l'écoute. Rien ne peut se faire sans une révision de la Constitution, ce qui suppose dans notre droit une majorité des 3/5 au Parlement, c'est-à-dire l'accord de toutes les forces républicaines. J'y suis pour ma part favorable, à elles de prendre leurs responsabilités. Anita, François Hollande, c'est sur la question du droit de vote des étrangers, s'est contenté d'un minimum syndical. En fait, il ne peut pas faire plus, on le lui reproche. Oui. Mais il faut une révision constitutionnelle, il l'a rappelé en disant qu'il est favorable, c'était un de ses engagements de campagne. C'est une question qui est régulièrement remise à l'ordre du jour par ce qu'on appelle la gauche de la gauche. Si vous voulez, il y a des députés socialistes qui ont voté, qui ont signé des pétitions, qui ont écrit des tribunes, qui ont publié des tribunes dans le monde. Mais en réalité, c'est une espèce de marqueur, je dirais. Et c'est absolument inconcevable pour la droite. Même s'il y a des gens qui y sont favorables. À une époque, Nicolas Sarkozy ne s'était pas déclaré contre. N'est-ce pas ? Il faut parler des droits de vote aux élections locales, il faut bien le rappeler. Il ne s'agit pas des droits de vote. Mais c'est impossible, puisqu'il faut 3/5 du Parlement pour voter une révision constitutionnelle. Il n'existe pas. Alors, Anita, faisant un peu de politique politicienne, pourquoi il dit ça alors ? Ben justement, c'est un rappel à son électorat et à l'électorat qui a peut-être été tenté de le quitter pour le front de gauche ou qui s'abstient en disant que François Hollande ne tient pas ses promesses. Donc il le rappelle, il dit « je suis pour, mais je ne peux pas aller plus loin ». Anita, qui est experte dans ce domaine, est-ce qu'il n'y a pas du clientélisme là? Est-ce qu'il ne va pas essayer de récupérer l'électorat musulman, l'électorat africain qui aujourd'hui est un peu déçu des résultats et qui n'essaye pas de les récupérer pour l'avenir? Mais il faut les récupérer. Pourquoi ? Puisqu'ils ne peuvent pas voter. Non, ils ne sont pas. Je veux dire, c'est tout le problème. C'est tout le problème de l'immigration et de l'intégration. On retombe là-dessus en réalité, n'est-ce pas ? François Hollande, manifestement, est plus favorable à une politique de naturalisation que ne l'était Nicolas Sarkozy. Il explique que la République, c'est l'intégration. Mais jusqu'à présent, il avait pris grand soin d'abandonner un petit peu, d'aller sur ce thème. Et là, soudainement, il y revient. Pourquoi maintenant ? Enfin, voilà, j'essaye de
maintenant essaie parce de qu'il est à la comprendre. reconquête. Je veux dire, on en disait un mot tout à l'heure. François Hollande, maintenant, il veut rassembler son camp. C'est comme ça qu'on commence. Donc il va commencer par l'immigration. Il commence par Donc l'immigration. thème largement repris par la droite et l'extrême droite. Il donne des gages. Non, il ne peut pas en donner. Non, mais il donne des gages à la gauche, de la gauche. Il donne des gages à la gauche, si vous voulez, mais surtout, il montre qu'il est proche de ses électeurs et il se démarque. En fait, c'est contre Nicolas Sarkozy, qui, lui, prend des positions beaucoup plus radicales. Mais François Hollande considère que Nicolas Sarkozy court après le Front National. Et justement, c'est ce qu'il veut montrer, c'est que le PS ne court pas après les thèses et les thèmes du Front National. Donc il est toujours dans cette stratégie de je suis face à Nicolas Sarkozy et je m'adresse à lui. On dirait que dans tous ses discours, il lui envoie des messages. Mais réciproquement. Mais oui, mais il n'est pas aujourd'hui Nicolas Sarkozy. On n'est pas sûr que ce soit on n'est pas sûr que ce soit lui. Mais ce serait plutôt Juppé, non? Aujourd'hui, je ne ferai aucun pronostic, tout expert que je sois ou prétendu être. On ne sait absolument pas ce qui va se passer d'ici 2 ans. C'est vrai que c'est long. Écoutez, Nicolas Sarkozy est revenu de façon un peu tonitruante, quoi. Il faut dire, il a été réélu, pas très bien. Il aurait pu, ça n'a pas été triomphal. Ça n'a pas été triomphal. Là, il prend des postures de président bis ou de shadow président, si vous voulez. Quand il reçoit à tour de bras à rue de Vaugirard, au siège de l'UMP, il raccompagne les gens sur le perron. Enfin, il n'y a pas de perron, mais il les raccompagne à la porte. On a l'impression que c'est qu'il donne audience. Bon, il n'est que président de l'UMP. Mais ce qu'il a compris que beaucoup de gens ne veulent plus de lui. Ça, on lui posera la question. Je crois qu'il fait tout, lui aussi, pour reconquérir son électorat. Et lui, il veut mordre. Pardonnez-moi juste, je voudrais terminer ma phrase. Et il veut mordre sur l'électorat qui est parti chez Marine Le Pen, d'où une droitisation de son discours. On revient sur François Hollande, qui est notre sujet. Donc François Hollande veut reconquérir son électorat de gauche. Ça va être quoi la prochaine étape après l'immigration? Comment va-t-il encore essayer de les rassembler? La thématique, je ne la connais pas encore. Non, mais vous êtes une experte. Qu'est-ce que vous voyez? Il va, comme on dit, chercher les voix une par une. Alors comment? Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a découvert, à l'occasion d'un voyage non annoncé à Cahors, le week-end dernier, qu'en réalité, François Hollande se promène, incognito, va voir les gens. Incognito, difficile. Incognito. Non, il se promène parfois à Paris, tout à fait incognito. Il va en province, pas toujours reçu par des associations, mais il va chez des gens, où il voit d'autres gens, et où il s'imprègne de la vraie vie, parce que je crois qu'on est complètement déconnecté à l'Élysée. Il nous fait du Giscard. Oui, sauf que Giscard a abandonné, lui, il le fait après. Et bon, le dernier exemple en date, c'est la réception Son fameux dîner. Son fameux dîner. Avec les députés où chacun pouvait amener une personne de la société civile. En réalité, c'était les députés qui l'avaient invité. L'invitation s'est retournée parce qu'il ne voulait pas créer une cohue dans un restaurant. Je crois que ça s'était ébruité. Mais ça fait longtemps maintenant, ça fait quelques mois qu'il reçoit régulièrement les députés. Alors qu'il disait, moi, président, n'est-ce pas, je ne convoquerai pas ma majorité. Donc la différence avec son prédécesseur, c'est qu'il les reçoit par petits groupes. Mais ça y est, il est nouveau dans le bain de la politique. C'était quel restaurant l'autre soir? Vous ne savez pas? Ok. Allez, tout est politique, toutes les images de la semaine. Les images de la semaine. Christian, votre image de la semaine, ça se passe en Russie, c'est Vladimir Poutine. On va parler de Vladimir Poutine avec l'effondrement du rouble. Alors pour l'instant, c'est un tsar au pied d'argile. Avec l'effondrement du rouble qui a perdu quand même 43% face au dollar depuis le début de l'année. Alors tout ça est dû quand même, il faut le rappeler, à la baisse du prix du baril du pétrole. Parce qu'en Russie, le budget, il est construit à peu près quand le baril, autour d'un prix du baril à 100 €. Et là, il y a un manque à gagner aujourd'hui, depuis que le baril est à 60 €, ça fait quand même quelques temps, il y a un manque à gagner de 128 milliards de dollars. C'est énorme. Il y a un début de récession, ça c'est clair, il y a une menace d'effondrement du rouble, et pour l'économie russe, c'est terrible. Il y a aussi les sanctions économiques liées au dossier ukrainien. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut se poser la question suivante, il peut y avoir 2 types de réactions de la part de Poutine. Ou Poutine se dit aujourd'hui, moi j'ai eu ce que je voulais, la Crimée, et en même temps, maintenant, je vais obtempérer, je vais rejouer le jeu avec Poroshenko, le président ukrainien, avec les Ukrainiens, et puis avec l'Europe, parce que j'en ai besoin pour renflouer les caisses. C'est un peu ce qu'espère François Hollande. C'est ce qu'espère François Hollande, vous avez raison, suite à sa visite au retour du Kazakhstan. Mais il peut y avoir aussi l'autre réaction, parce que vous savez qu'on arrive à mobiliser les Russes sur le nationalisme russe, qui est très fort. Et là, il peut mobiliser les Russes en disant, regardez, on est en période de crise, c'est de la faute de l'Occident, c'est de la faute des sanctions,
remobilisons-nous. Et là, il est reparti pour une reconquête avec tout ce qui peut aller au-delà de l'Ukraine. Ça, je ne sais pas ce qui se passera. Anita, votre image de la semaine, c'est la manifestation des taxis franciliens qui manifestaient contre le fameux service de Uberpop qui met en relation des particuliers. En fait, c'est du covoiturage. Et ça, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, on les comprend un peu. C'est-à-dire que c'est évidemment symbolique des blocages de la société française parce qu'on ne peut rien bouger. C'est la loi Macron qui voudrait faire sauter un certain nombre de verrous et de monopoles. Mais pour les taxis, c'est un problème spécifique puisqu'ils achètent une licence. Qu'ils payent cher, qu'ils passent souvent des années à rembourser. Il faut aussi avancer un peu. Comment ? Il faut avancer. Ils ne peuvent pas avoir le monopole toute leur vie. Ils ne peuvent pas avoir le monopole toute leur vie, mais il faudrait que l'État s'engage à débloquer quelque chose. À débloquer quelque chose et à les dédommager pour qu'une véritable concurrence puisse s'installer. Parce que ça, je crois que tout le monde en a envie. Anita Hausser, merci d'avoir été parmi nous cette semaine. On se retrouve juste après les infos avec notre invité Hervé Mariton, député UMP de la Drôme. À tout à l'heure.